Bonjour et bienvenue à l'épisode 247 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et sur ce podcast, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de vos organisations. Les dirigeants peuvent être les artisans de leur propre chute. Aujourd'hui, nous abordons un paradoxe fondamental. Le succès passé est-il en train de devenir le piège stratégique qui mène à votre aveuglement? Pour beaucoup d'entreprises, l'obstacle majeur à la transformation n'est pas technique, mais réside dans la posture et la perception que les leaders ont de leur propre situation. Dans cet échange avec Louis Brûle, dirigeant de Résolution, vous apprendrez les 4 éléments suivants. D'abord, comment la répétition des succès peut engendrer une confiance excessive et l'arrogance, transformant l'expérience en angle mort, à l'image des échecs retentissants, comme celui de Jean-Marie Messier. Deuxièmement, l'outil le plus puissant pour la lucidité, c'est-à-dire identifier son propre angle mort en se posant la seule question cruciale. Quelle est la question que je ne me suis pas posée? Ensuite, l'utilisation de 7 profils types pour passer d'une intuition vague à un diagnostic de gouvernance actionnable au sein de votre propre comité de direction. Et enfin, le premier pas pour passer à une gestion de survie à la gestion de lucidité, en adoptant l'apprentissage en double boucle pour corriger non seulement les actions, mais aussi les modèles mentaux qui ont produit l'erreur. Restez avec nous pour cet échange essentiel sur les 7 angles morts du dirigeant et découvrez pourquoi l'ouverture à l'altérité est l'ultime garde-fou pour toute stratégie. Diplômé de HEC et titulaire d'un DEA d'innovation du Cénam Paris, Louis Brûle a créé en 2016 Résolution, le cabinet de conseil en stratégie qu'il dirige. La raison d'être de Résolution tient dans 4 mots. Votre futur voulu résolument. Un engagement qui allie la vision stratégique et la transformation résolue de l'entreprise en support de sa mise en œuvre. Fidèle à la raison d'être de Résolution, il conjugue ses missions de conseil aux dirigeants avec un fort engagement de réflexion et de diffusion consacré à ces thèmes d'intervention. L'entrepreneuriat, la stratégie, la transformation de l'entreprise et le progrès de son dirigeant et de ses équipes. Il diffuse ainsi chaque semaine sa revue Résolution Hebdo qui vient fêter sa 400e édition. Ses plus de 40 ans d'expérience lui ont permis de construire progressivement les différentes composantes de son expertise. Une expertise multiple mise au service de l'accompagnement d'un grand nombre d'entreprises d'envergure confrontées à de fortes évolutions stratégiques. Bonne entrevue. Bonjour Louis, bienvenue sur le podcast. On est très heureux de t'avoir avec nous. Un grand merci à toi, Éric. Une belle occasion que tu me donnes là, d'échanger avec toi sur ce thème qui m'est cher et qui peut paraître paradoxal et qui tient au constat que la plupart du temps, je le dis par expérience, les problèmes que une entreprise, une organisation rencontre, c'est moins le problème qui bloque l'organisation que souvent l'appréhension, la façon dont le dirigeant, l'équipe de direction a de voir ce problème. Et c'est sur cette base-là, d'ailleurs, que j'ai créé, moi, ma structure de conseil il y a 10 ans, déjà, Résolution, structure de conseil en stratégie, et que j'ai fondée après avoir passé une trentaine d'années, voire plus d'une trentaine d'années, à accompagner en tant que poste de codir moi-même, ou en situation de conseil dans des cabinets de stratégie, des grands cabinets internationaux. J'ai donc créé Résolution sur la base de ce constat. Et quand, là, en préparant notre échange, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, de toutes les entreprises que j'ai accompagnées et que j'accompagne aujourd'hui, les entrepreneurs que j'accompagne, finalement, quel est leur point de convergence? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'adressent à un consultant, et entre autres à moi, qui les accompagne? Et le point commun que j'identifie, c'est justement celui-là. C'est le fait de se trouver à un moment donné devant une réalité qui n'est appréhendée que partiellement. Et on va voir, donc ça nous amène au sujet de l'angle mort. L'angle mort qui est en fait la partie de la réalité, de ma réalité, que
comme toute personne, hein, j'en fais partie, que je n'appréhende pas. Et lorsque j'accompagne une organisation, c'est justement un préalable à toute démarche que d'identifier, de conscientiser cet angle mort, cette partie non observée et qui est indispensable parce qu'on ne peut pas mener la moindre réflexion stratégique sans partir de ce constat et d'avoir élargi au mieux la vision qu'on a de sa réalité. Donc, juste pour terminer, mais c'est un peu une introduction, il se trouve que j'ai eu l'occasion, là, pour fêter le 400e numéro de Résolution Hebdo, j'ai eu l'occasion de consacrer le 400e numéro, justement, à la série que j'ai intitulée « Et si vous étiez votre propre angle mort », justement, en m'adressant aux entrepreneurs, aux dirigeants, mais en fait, on va le voir à chacun de nous, à moi le premier, et à chacun de nous lorsque l'on a à prendre une décision. Voilà, donc ceux qui le voudront pourront se reporter tout à fait facilement sur c'est disponible, c'est en ligne, hein, le dernier numéro où vous trouverez les différents portraits que j'ai faits des différents dirigeants, on va en reparler, mais aussi un outil d'autodiagnostic qui permet à chacun d'identifier par rapport à ce sujet-là, quel est son propre type confronté quand on l'est à une problématique et de ce fait, quels sont les angles morts dont il faut que je me préserve. Donc voilà, encore une fois, Eric, merci de cette occasion. Et bien sûr, on mettra dans les notes de l'épisode, on pourra mettre justement les différents liens que tu fais mention. Et Merci. Je suis très, très, très heureux de pouvoir échanger avec toi justement sur cet angle-là que je trouve unique par rapport aux problèmes techniques. On pense toujours que c'est les problèmes techniques qui bloquent les organisations, mais clairement, les angles morts sont quelque chose sur lesquels porter attention. On parle souvent des disruptions externes comme étant les éléments principaux, les principaux obstacles à la transformation. On dit souvent que finalement que le principal obstacle serait peut-être plutôt entre la chaise et le bureau, donc la chaise et le bureau du dirigeant, et le dirigeant est peut-être lui-même le principal obstacle. Tu identifies un paradoxe où l'expérience passée du succès, le succès du leader pourrait devenir finalement une source de son aveuglement. Comment un atout stratégique, en fait, peut se transformer en angle mort cognitif? Je pense que c'est tout le cœur de cette problématique-là. Oui, tout à fait. Et quoi, c'est un des aspects, mais il est fondamental. Tu as raison, merci de démarrer par celui-là. C'est-à-dire comment, effectivement, un atout qui est basé sur la répétition de succès passés peut devenir un piège stratégique. Et ça, c'est fondamental parce que, à bien y regarder, c'est un paradoxe qui referme progressivement un piège sur celui qui répète indéfiniment et qui s'en réjouit, on peut s'en réjouir pour lui, et sur des succès. Parce que ça produit quoi? Ça produit au final une attention qui est portée avec un tas de biais, qui est porté à la réalité connue du moment, alors qu'il s'est vu avec les yeux des succès passés. Et ça renferme un piège du fait de la conviction qu'a le dirigeant en question, l'heureux entrepreneur, le patron modèle, parce qu'ils sont souvent valorisés, portés au nu, parce que c'est ceux qui réussissent tout. Le danger, c'est que ça les confirme dans la croyance qu'ils ont. Ça me paraît important, cette phrase-là, je la cite souvent, la croyance qu'ils ont compris le monde. Et là, il n'y a rien de pire. Parce que moi, je connais des gens qui me disent « Non, mais attends, Louis, je vais t'expliquer. » Oui, je vais t'expliquer. Bon, parlons-en. Il faut vraiment prendre la situation et c'est pas ce qu'on a connu dans le passé. Ça peut aider à décrypter, mais ça devient un atout que si ça aide à décrypter et non pas si, de ce fait, on répète des solutions connues dans le passé. Et un des points importants, c'est que d'une part, il y a une confiance qui grandit, jusqu'à l'arrogance, hein, parce que là, on n'écoute plus personne, parce qu'on sait tout, là, on est le maître du monde, on va y revenir. Et puis, l'autre danger, c'est que, vu que vous réussissez tout, vous avez de moins en moins du fait que vous avez toujours réussi, vous avez de moins en moins de contradicteurs. Et donc, vous avez de moins en moins de gens qui sont là à vous dire « Oula, attention, il y a peut-être ça, attention, danger, alerte ».
Et c'est typiquement ce qui est arrivé là, l'exemple que j'ai en tête, moi, qui me vient tout de suite, c'est l'exemple de Jean-Marie Messier. Mmh. Alors, je sais pas si ça évoque, à tout le monde, des souvenirs. Pour des gens âgés comme moi, ça a marqué les années 90-2000. Mmh. Mais si je le cite et s'il y a lieu de le citer, c'est que pour moi, il est tout à fait emblématique de ta question, de ta remarque. Pourquoi? Parce que donc Jean-Marie Messier, c'était l'idole. Et l'idole de Wall Street, l'idole du CAC 40, l'idole de tout le monde. Il faisait tous les titres dans les années fin 90, il faisait tous les titres des journaux financiers, des journaux économiques et aussi, ça il faut c'est un signal d'alarme, des journaux people. On Mmh. savait de ses achats, on savait toutes ses vacances, on savait toute sa famille, on savait tout. Et là, le fait qu'il faisait la une, c'était basé sur une série de réussites, hein. Il avait transformé le groupe, Général des Eaux, qui était un groupe de services, un groupe public et de services, en une multinationale leader sur le marché des communications et des médias. Mmh. Tout le monde applaudissait et ça, il l'avait fait par une succession de rachats. Il avait racheté, Canal+, il avait racheté, Seagram, il avait racheté, Universal et il était devenu le plus gros groupe. Sauf que de ce fait-là, à son hubris, parce qu'il faut se rappeler que tout à l'heure, je parlais de maître du monde, il assumait le surnom qui lui avait été donné de J6M, c'est-à-dire Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde. Il faut s'en souvenir. Et donc, ça n'a pas failli. Le groupe, il a été insensible aux différentes alertes qui existaient, plus ou moins faibles au début, mais de plus en plus fortes, hein, et qui ont abouti à l'éclatement de la bulle Internet et à Mmh. l'effondrement du groupe, qui a fait quasi faillite. Il a été sauvé de la faillite, mais avec une perte de, excusez du peu, en euros 2025 de 37 milliards. Record encore imbattu pour un groupe français. Même Carlos Ghosn, qui peut être un autre exemple qu'on peut citer dans ce qu'on est en train d'évoquer, Carlos Ghosn et le groupe qu'il avait créé avec la fusion de Renault et de Nissan, on sait comment ça s'est terminé, hein. Il est au Liban à fuir la justice japonaise et la justice française, c'est quand même significatif. Mais également, plus près de nous, de Carlos Tavares du groupe Stellantis. Et Stellantis, pareil, avec, je ne sais plus si c'est 14 ou 20, je ne sais plus, mais enfin, il a créé un conglomérat mondial de, mettons, 14 marques automobiles. Aujourd'hui, les publications des résultats de Stellantis, c'est 22 milliards de pertes. Donc, le Golden Boy de Jean-Marie Messier des années 2000, il garde toujours la palme des plus grosses pertes d'un groupe français. Donc voilà, moi, ce que je veux dire, juste peut-être en synthèse, la leçon qu'on peut tirer de ta question, c'est que en fait, un succès sans garde-fou, et ça expose à ne pas avoir de garde-fou, de répéter des succès, fabrique de l'aveuglement. Et ça devient un piège stratégique imminent pour celui qui n'y prend pas Oui, garde. oui, oui, oui. Et avant d'aller plus loin dans une question et de forer, à quoi ça me fait penser? Est-ce que ce genre de situation, ce genre d'aveuglement est créé par le fait que, comme société, on a tendance à applaudir les dirigeants qui sont finalement ceux qu'on a tendance à tout mettre sur les épaules et dire c'est le Golden Boy, c'est celui qui, c'est grâce qu'à lui qu'on a du succès. Je pense à Jack Welch, notamment aux États-Unis, on a tendance, c'est le héros dirigeant. Ouais, pareil. De un, est-ce que c'est la conséquence, ou du moins, est-ce que ça vient faire partie de l'équation? Et deuxièmement, est-ce que ça crée pas une vision de tunnel dans le sens que et une chambre d'écho, où est-ce que finalement on renforce le même comportement et on a tendance à tout simplement perdre la perspective sur tout ce qui existe autour de nous? L'exemple de Jack Welch que tu prends est dans la continuité des exemples que je viens de prendre. On est exactement dans la même situation. Donc effectivement, est-ce que ça vient du fait qu'on on fait tout porter aux dirigeants? Bon, tout dépend. Moi, les dirigeants, là, Jean-Marie Messier, tout le monde applaudissait, c'est brillant. Moi, le terme de brillant, quand on parle d'un dirigeant, ça me gêne. Ça me met en alerte immédiatement parce que c'est pas le but d'un dirigeant d'être brillant.
but d'un dirigeant, c'est de mener son entreprise et de répondre aux enjeux de l'entreprise. Ça, et moi, les dirigeants, je sais que j'en ai connus et j'en connais encore, les plus pertinents, et je dis pas les plus brillants, les plus pertinents sont ceux qui ils sont toujours ouverts, curieux, dans l'interrogation, dans l'ouverture à l'autre, dans le questionnement. Et ils sont pas dans le bing-bing de je sais et je persiste et signe, qui est le cas de Messier. Et en fait, moi, ça m'amène à cette remarque, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde ce qui est le but d'une entreprise, pas le but, la raison d'être d'une entreprise, fondamentalement, il s'avère que c'est un entrepreneur, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est quoi sa raison d'être? C'est de résoudre des problèmes. C'est aussi simple que ça, hein. Oui. C'est pas la peine de faire des grandes théories de l'entreprise et tout, mais c'est quoi? C'est de résoudre des problèmes. D'abord, le problème du client, parce que c'est bien ça, toute entreprise doit résoudre le problème d'un client. Donc, résoudre le problème, d'avoir identifié et de résoudre le problème d'un client, et de résoudre tous les problèmes qui, au quotidien, s'opposent rendent difficile le fait de pouvoir répondre justement aux problèmes du client, donc tous les problèmes de l'entreprise. Et c'est là que ça rejoint la question qu'on abordait au départ du paradoxe et puis des angles morts. C'est-à-dire que qui dit résoudre un problème dit ça passe d'abord fondamentalement par la bonne appréhension de la situation problématique. Et là, on peut se tromper, et c'est là qu'avec l'expérience, j'en suis conscient, on peut se tromper et croire, comme je l'ai longtemps cru dans un état plus jeune de ma carrière, que finalement on avait tous la même approche du problème. On voyait un problème, allez. Le sujet, c'est que en fait, détrompons-nous, personne ne voit de la même façon un problème. Ni toi, Eric, ni moi. Si on est confronté au même problème, on le verra différemment. Et c'est normal, sauf qu'il faut en tenir compte. D'où l'importance d'avoir une diversité d'opinions autour de la table pour pouvoir échanger et pouvoir faire grandir cette perspective-là. Oui. Et puis de se mettre à même d'écouter. Et de se mettre à même d'écouter et de suggérer qu'il y a peut-être d'autres façons de tester, etc. Et on verra peut-être, je pense qu'il sera important de regarder tout à l'heure, il existe des systèmes qu'on peut mettre en place dans l'entreprise qui facilitent cette mise en écho, cette mise en discussion, cette mise en contradiction. Il m'apparaît là qu'il est important, comment dire, cette réflexion, ce souci qu'on a de envisager l'angle mort que l'on a personnellement est important pour ses propres décisions, mais il est important également, je viens de dire, de l'avoir dans notre relation à autrui. Oui. Et ça, c'est important parce que moi, j'ai mes angles morts, toi, Eric, tu as les tiens, et lorsqu'on discute tous les deux, il est bigrement important qu'on identifie chacun et que moi, je sois conscient des tiens et que toi, tu sois conscient des miens. C'est la seule condition pour qu'on ait une véritable communication. Et là, ça va au-delà d'une communication interpersonnelle, ça ouvre directement le sujet du lien de l'entrepreneur et de l'entreprise avec son écosystème. C'est l'ouverture aux différentes parties prenantes de l'entreprise et le danger serait, on va le voir peut-être par rapport à ce qui peut faire le facteur commun entre toutes ces différents profils, c'est souvent le fait qu'on ne tient pas compte de l'autre. On se ferme à l'autre, on se ferme à l'altérité. Et ça fait écho à l'hubris que tu mentionnais tantôt. On a tendance à qu'on devient le centre de l'univers, donc par le fait même, on écoute moins, on se concentre sur ce qu'on dit, et finalement, on répercute des erreurs, ou du moins, on laisse le champ ouvert à des erreurs potentielles. Donc, avec 4 décennies de recul sur les entrepreneurs, tu as vu défiler différentes modes managériales, et là, on en parle souvent sur le podcast, comment ça a pu évoluer, mais à la base, comment il y a des éléments fondamentaux qui restent. Cependant, pourtant, malgré l'accès universel aux meilleurs outils de gestion, différents blocages reviennent. On a commencé à mettre la table sur ce discours-là, sur ces éléments-là. Quelle a été la fissure répétitive que tu as observée auprès des leaders qui, même si ce sont les plus brillants, les plus en maîtrise, et qui t'a convaincu que le problème n'était pas nécessairement l'outil, mais la posture? On a commencé à ouvrir la question justement sur
ce bris-là, le fait qu'on n'écoute pas, est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels qui t'ont amené justement à focaliser? Bah, c'est essentiellement celui-là, hein, qui au départ, m'a mis en éveil, heu, mais je voudrais pas pointer uniquement sur le dirigeant. Il y a Mhm. le dirigeant, bien évidemment, hein, parce qu'il est le dirigeant, mais il y a toute son équipe de direction, Oui. fondamentalement, et Dieu sait que j'en côtoie, que j'en ai côtoyé, et il me paraît important de voir de considérer le comité de direction comme un individu. Mhm. C'est c'est une personne, un comité de direction, qui est composé elle-même des personnes, des hommes et des femmes qui le constituent, qui chacun a ses propres angles morts, a sa propre stratégie, et Dieu sait que ça se voit tout de suite autour d'une table de comité de direction, les stratégies des uns, des autres, stratégies personnelles, stratégies professionnelles, mais aussi des valeurs qui se différencient, même si c'est pas toujours conscient de la part des gens, hein. Heu, donc là, ça se voit, si on repart du dirigeant, ça se voit déjà de manière insidieuse par le fait que, bah, il y a plus personne qui donne de nouvelles idées. Il y a plus personne il y a beaucoup de gens qui opinent, il y a beaucoup de gens Mhm. et et là, moi, je suis effaré parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'assister à des comités de direction, hein, en cours de mission, où j'intervenais avec un précédent directeur général qui a changé en cours de mission, et puis on se retrouve avec un nouveau directeur général, et puis moi j'anime la réflexion stratégique, et puis je vois tout le comité de direction opiner du chef, et si j'ose dire, quoi, je ferais même retenir l'expression, opiner au chef. Ça veut tout dire, hein. Alors même qu'ils étaient en train d'opiner à des décisions et des avis du nouveau DG qui étaient complètement à l'opposé du précédent, auquel ils avaient opiné tout autant. Et là, Ouais. ça fait mal, hein. Vraiment, ça fait mal, alors que je suis pas responsable, hein, mais on se dit: «Oh là là!» On se dit, quand on est témoin de ça, et puis en même temps, il faut se dire, quoi, on est dans des sociétés qui sont hiérarchiques. On a le terme même de supérieur, c'est quand même pas assez significatif, hein. J'ai un Mhm. supérieur, donc je suis dans une situation inférieure, et donc naturellement, le le la relation hiérarchique qui existe dans toute entreprise, hein, on a beau dire, quelle que soit l'entreprise, on est dans du pouvoir. Et bah, c'est pas condamnable, on est dans une entreprise, c'est un organisme de pouvoir, hein. Et donc dans des relations de pouvoir, bah, c'est clair que celui qui a le plus de pouvoir incite celui qui en a le moins à, une certaine, inclinaison à, la plupart du temps, à donner raison. Et alors, à donner raison d'autant plus quand le patron lui-même est complètement dans des angles morts, tels que ceux qu'on vient d'évoquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va lui-même générer une organisation qui, ne va pas inciter. Jean-Marie Messier, c'était hors de question que lui-même, demande à un consultant. Je m'imagine, moi, aller frapper à la porte de Jean-Marie Messier et dire, «Bonjour monsieur le DG, je viens vous aider à mettre en place un système de décision collective», et moi, j'aurais même jamais eu accès même à sa secrétaire. Donc la façon, en fait, dont le dirigeant a sa propre vision d'une réalité fait qu'il organise d'une certaine façon l'entreprise, qui elle-même est à l'exemple des angles morts qu'il a. D'où la difficulté, hein, d'où la difficulté. Et tu le mentionnes très bien, dans le sens que une organisation, c'est aussi, il y a une dynamique politique qui est très forte. Il y a des luttes de ressources, il y a des agendas personnels, il y a des agendas professionnels. Et comme dirigeant et son équipe de direction, ben c'est, à quelque part, c'est le summum de l'aboutissement de tous ces éléments-là. Et il y a différentes conditions. Et là, j'aimerais explorer peut-être plus à fond la perspective que tu en as donnée. Donc, tu as choisi de modéliser ces différents angles morts-là avec 7 profils distincts Mmh. qu'on met d'ailleurs en note de l'épisode pour aller approfondir. Mais au-delà de l'exercice intellectuel de cadrer, si on peut dire, ces 7 profils-là, en Mmh. quoi cette nomenclature permet-elle au comité de direction de passer d'une intuition qui peut être un peu floue, de quelque chose qui ne marche pas, par exemple, à un diagnostic de gouvernance actionnable. Donc, il nous permet de remettre en question et de se regarder et d'explorer
ces angles morts-là et de voir comment on peut faire mieux, comment on peut piloter différemment l'organisation. Les profils que j'ai identifiés, on en dira un mot rapidement, parce qu'encore une fois, on peut se reporter à ce numéro et ils sont détaillés très précisément, de manière approfondie. Euh, Ces profils s'adressent à des personnes. Ont été construits pour permettre à chacun d'entre nous, y compris moi, j'ai fait le test, j'ai fait le test, et je vous dirai pas quel est le profil dans lequel je suis tombé, mais j'ai fait le test. C'est fait pour des personnes, pour aider des personnes qui soient dirigeants ou membres d'un comité de direction ou collaborateurs, d'identifier finalement, c'est des miroirs que je propose, pour dire, tiens, au fait, je me reconnais là, je suis là, et étant là, voilà les limites, voilà ce que je m'interdis, voilà ce que je ne vois pas, et c'est important, voilà finalement la question que je ne me pose pas. On verra que, pour moi, ça sera peut-être la synthèse de tout ce qu'on est en train de se dire. Moi, j'aimerais que de ce webinaire, s'il n'y a qu'une chose à retenir, et ce avec quoi j'aimerais que les gens et moi-même repartions, c'est avec ce réflexe de se dire, lorsque je prends une décision, quand je réfléchis à une situation, quelle est au final la question que je ne me suis pas posée. Mm-hmm. Vraiment. Donc c'est dans cette idée-là que j'ai construit ces profils. Et alors, comment ils peuvent servir? J'évoquais à l'instant la réalité du comité de direction. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Il ne faut pas se figer sur le dirigeant uniquement, mais sur l'ensemble du comité de direction. Or, il m'apparaît, et là, je prêche pour notre paroisse de conseil, mais pas par volonté commerciale, mais parce que c'est la réalité. Un comité de direction peut pas s'auto-diagnostiquer. Il peut pas se voir. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui puisse identifier, parce que lui, l'extérieur, c'est facile. On est consultant, on n'est pas impliqué. On observe, on pose des questions, on visite, on interviewe. Et il y a que le consultant externe, une partie externe, qui peut faire un renvoi d'image et entre autres identifier que, attendez, regardez là, vous n'avez pas regardé là, et éclairer cet angle mort. Très, très rapidement, à chaque fois que je mène un séminaire d'un séminaire de comité de direction, un séminaire stratégique, et c'est facile, avec expérience, qu'est-ce que je fais rapidement? J'identifie et j'affiche, parce que je l'ai travaillé avant, bien évidemment, j'affiche chacune des composantes spécifiques du business model spécifique de l'entreprise. On n'a pas tous le même business model, donc je prends les composantes correspondant à l'entreprise. Pour chacune, je mets au clair quelles sont les différentes options sur cette composante qu'il est possible à une entreprise de choisir. Et là, je demande à chacun des membres du comité de direction de dire, allez-y, dites-moi, en votre âme et conscience, vous pensez individuellement que l'entreprise, elle est où sur cette composante? Quelle est l'option dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Alors, chacun vote, toc, toc. On affiche, et là, moi, le pari, c'est facile, parce qu'avec l'expérience, je sais que je gagne à tout coup. Et là, personne n'est d'accord sur le positionnement sur ces différentes composantes. Alors là, déjà, stupeur, ça participe déjà à la conscientisation du fait que tout le monde ne pense pas la même chose. Et puis après, je redemande, je dis, allez, on travaille ensemble, tomber d'accord sur, globalement, l'entreprise, elle est où, là? Maintenant, on vote, il n'y en a plus qu'un. Alors, il positionne l'entreprise. Et là, le pari gagnant, je leur dis, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et je suis à même de leur démontrer, parce que j'ai mené des trentaines, 30, 40 entretiens, des visites, des visites terrain, des entretiens avec des partenaires, avec des parties prenantes et tout. Et je leur dis, non, là, vous dites que vous êtes là, mais en fait, vous êtes là. Et voilà, voilà la preuve. Et ça, c'est absolument essentiel, et c'est un préalable indispensable à tout travail de stratégie. Comment baser une stratégie fondée si on n'a pas cette ouverture la plus large possible sur, entre autres, les angles morts et les fausses représentations. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes quand tu fais participer les gens, les membres du comité de direction, d'aller chercher leur perspective, de voir qu'il y a des écarts entre les différentes perspectives. Et je pense que c'est très manifeste et très concret. Ça nous permet de voir qu'à quelque part, si on n'est pas capable d'avoir une vision commune, c'est très difficile par la suite de prendre des décisions qui sont cohésives. Ça me fait tout de suite réagir. Moi, je pense à des discussions que j'ai eues avec des clients où est-ce qu'on explorait d'écrire
leur positionnement client Ouais. et de voir que finalement, ils n'étaient pas alignés. Mais au-delà de ça, je me rappelle d'un cas de figure où est-ce que l'équipe de direction il y avait différentes visions d'entreprise, différentes missions qui étaient anonymes. J'ai dit, laquelle est la vôtre? Ils ont tous choisi la compétition. Ils n'ont pas choisi la leur. Donc, à quelque part, c'est difficile d'aller Ah bah, chercher ouais, ouais. une décision cohésive, un alignement, d'aller construire quelque chose du point de vue de la stratégie si le point de départ, on n'est déjà pas aligné. Ah bah, ouais, ouais. Et c'est des choses qui étaient tout à fait, j'allais dire, non apparentes au tout début, parce que tout le monde arrive avec sa confiance, jusqu'à temps qu'on Ouais, prenne ouais, ce ouais. regard-là et qu'on se rend compte que, bon, on a du travail à faire. Alors, j'aime beaucoup cet exemple-là. Et ce que je suis heureux de voir, c'est qu'à quelque part, il n'y a pas de comité de direction qui est parfait. Il y a beaucoup Ah de bah, ouais, ouais. travail. Tout à Une fait, ouais. fois qu'on le reconnaît, ben ça ouvre la porte à beaucoup de potentiel pour les organisations. Mais attends, excuse-moi, je rebondis, je vais vraiment ça me paraît essentiel ce point que tu soulèves, hein. Ça se heurte à la difficulté qu'en tant que consultant, on pour faire comprendre à un directeur général: «Beh oui, monsieur le directeur général, il y a besoin de passer par là». Tellement chacun est convaincu: «Non, non, mais attendez, ouais, moi ce que je veux, c'est des solutions, j'allais dire m'emmerdez pas, m'embêtez pas». M'embêtez pas, on va pas passer du temps là-dessus. Bon, on sait bien où on Mhm. est. Non, non, non. Moi, je sais, vous savez pas où vous êtes. Bon, le problème après, tout est dans le discours et j'aimerais, si on en a le temps tout à l'heure, faire une toute petite remarque, mais importante sur la relation entre le conseil et son client, justement Mhm. basée sur, cet exemple-là. Oui, je pense que c'est très, très, très important dans la mesure, et c'est un exemple que j'ai déjà cité sur le podcast, dans le sens que le client a une vision de son problème, le consultant a une vision sur le problème et sur le client aussi. Bah, Donc, il oui, y a une oui, oui, dynamique oui. triangulaire qui existe et Ouais. qui doit trouver une espèce d'homogénéité pour pouvoir travailler de façon positive. Maintenant, tu as identifié 7 types de profils. Comment est-ce que tu les as construits? Qu'est-ce que révèlent ces différents profils et c'est quoi les principales différences qui existent? Alors, comment je les ai construits? En fait, je suis assez content parce que c'était pas évident. Je partais de ce constat, hein, et puis après, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bien beau, attends, tu pas spécialiste, tu pas psychologue, tu pas psychiatre, tu pas» et puis surtout, j'avais surtout la volonté de pas rentrer dans la psychologisation de la Mhm, question, mais d'être très factuel, et sans jugement. C'est important, hein, la posture que je veux dans ce travail-là et d'ailleurs dans tous mes accompagnements, hein, et jamais être en surplomb, jamais être en donneur de leçons, jamais être en donneur et de jugement. Là, tout à l'heure, on parlait d'un comité de direction qui se trompe. Bah, c'est pas un jugement, c'est un fait. mhm. Voilà. Et puis moi, j'ai été dans un comité de direction, je me suis sans doute aussi trompé plein de fois. Bah, c'est bien quand il y a quelqu'un qui me dit: «Attends Louis, tu te trompes là, peut-être que tu as pas vu ça». Alors comment j'ai construit ça? En fait, j'ai pris 2 dimensions. Une première dimension, relative à la conscience que l'on a ou non d'un problème. Face à un problème, est-ce Mhm. que j'ai conscience? Ouais, bah oui, ouais, il y a un problème là. Première chose et puis donc un axe avec, de pas du tout de conscience à conscience totale, on a bien identifié le problème. Et puis l'autre dimension, portant sur la conscience ou la croyance que l'on a d'avoir la solution. Et pareil, partant de: «Ouh là là, moi non, il y a pas de problème parce que j'ai la solution», donc j'ai la solution totale. Pour moi, j'ai conscience, ouais, j'ai la croyance que je détiens totalement la solution, à l'autre bout, ben, il y a le problème et j'ai pas la solution. Et en combinant, en conjuguant, oui, ouais, en mettant l'une avec l'autre, j'ai identifié 7 profils. Alors 7 profils qui vont du profil 1, c'est celui que j'ai appelé le capitaine inflexible. Le Mhm. capitaine inflexible, c'est celui qui est tellement convaincu et tellement sûr de lui, qu'il maîtrise tout et qui se dit: J'ai tout sous contrôle», qu'éventuellement, il voit pas qu'il a le problème, puisqu'il a toujours la solution et il voit jamais de problème. Donc ça c'est le type 1 et on verra, ce que ses conséquences. Et puis à l'autre bout, le type 7, ben, c'est celui qui a complètement vu le problème et on va voir, il est un peu particulier celui-là parce que mais je l'ai rencontré, puis de temps en temps, c'est moi, hein, de temps en temps, je suis dans ce cas-là, Mhm. où on se dit: «Ouh là là, ce problème, je le vois,
mais finalement, est-ce que j'ai envie de le régler? Est-ce que j'ai envie de régler ce problème-là parce que il me remet en cause? Si j'accepte ce problème-là, ça revient à dire que je remets en cause mes croyances, je remets en cause mes valeurs, je remets en cause ma façon de réfléchir, je remets en cause bon, il faut oser y aller, hein, dans ce cas-là. Donc ça, c'est le cas 7. Et donc les 7 profils, juste là, c'est un conseil de lecture pour ceux qui voudraient s'y reporter, on va pas pouvoir les détailler tous, mais j'ai fait un portrait très détaillé de chacun des 7 avec pour chacun, mon souci, c'était d'identifier tout de suite quelle est la question qui ne se pose pas. Mmh. Ensuite, de se dire, on peut les reconnaître par quel verbatim? Par Qu'est-ce exemple, qu'il moi, dit? quand je Voilà. dis j'ai tout sous le contrôle, boum, je suis le capitaine inflexible. Donc pour chacun, j'ai identifié je propose des verbatims. Pour chacun, je propose les conséquences que ça a inéluctablement sur la façon d'aborder un problème et les conséquences que ça a sur mon organisation, sur mes collaborateurs, si j'ai une équipe ou si j'ai un patron, ou sur de mon organisation et mon organisation sur son écosystème sur le marché. Et pour terminer, j'identifie, je propose, c'est bien des propositions, autant de voies de progrès, de pistes d'évolution pour la personne qui voudrait se préserver de l'angle mort qu'il aurait identifié. Et je veux les nommer. Parce que bon, même si on ne les détaille pas tous, je veux les nommer parce que j'aime beaucoup la façon que tu les caractérises. Donc, il y a le capitaine inflexible que tu as mentionné, il y a le gardien du temple, le lucide désimpliqué, l'analyste au point mort, le gestionnaire de la pénurie, le persévérant épuisé et le mis en cause qui fuit le problème, celui que tu as mentionné, le 7e type. Alors, je recommande à tous, évidemment, d'aller forer et d'aller faire le test, d'aller voir où on se situe où. Avant d'aller un peu plus loin, je veux juste rebondir sur ces 7 types-là. Est-ce qu'il est possible pour un dirigeant ou les membres de son comité de direction d'être, par exemple, un capitaine inflexible dans la première semaine de décembre, si je peux Mmh. dire, de la façon qu'il agit, et être un analyste au point mort un peu plus tard dans l'année? Est-ce qu'on est figé dans un profil ou est-ce qu'à quelque part, on a différentes facettes de notre personnalité qui peut se répercuter ou qui peut s'exprimer par différents angles morts ou différents profils que tu as mentionnés? Ouais, merci effectivement de cette question parce que, heu, moi je pense que, je le précisais tout à l'heure, on n'est pas figé, hein, dans un sauf si, comme on l'a vu tout à l'heure, soit des succès, soit des échecs répétés nous figent dans un profil, nous Mhm. gèlent dans un profil, hein. Là, on n'en bouge plus jusqu'à la catastrophe, hein. Par contre, confronté à une situation, je pense qu'on a une dominante, hein, qu'on a alors là, je suis pas psy, je suis pas et cetera, mais par expérience, je vois bien moi-même comment je réagis, comment je vois réagir mes collaborateurs et cetera. On a une dominante et d'ailleurs dans le test qu'à l'occasion chacun pourra faire, il y a cette question qui font apparaître 2 profils, un profil dominant et un profil secondaire, hein, D'accord. qui permettent justement de ne pas, en fonction de la situation, il se trouve à une question, on peut être dans la réponse, 2 ou dans la réponse 4. Je pense qu'il y a quand même des profils qui sont, antinomiques. Je pense Mhm. pas que Messier, il sera jamais arrivé au profil 7, le mise en cause qui fut le problème, hein. J'aimerais dire, si tu le permets, si je suis pas trop long, mais peut-être très rapidement, prendre parce que ça me paraît important et ça va planter le décor de ces 7 profils. Reprendre rapidement chacun d'eux avec juste un mot de commentaire. Oui, oui. Donc on a vu, avec le mot de commentaire, ça va être de se dire: quel est le profil, Mhm. le nom du profil, quel est le verbatim en une phrase et quelle est la question qui ne se pose pas. Hein, ça me paraît, voilà, de manière très synthétique. Bon, le capitaine inflexible, on l'a vu, sa signature, son verbatim signature, c'est «J'ai tout sous le contrôle». Et la question qui ne se pose pas, c'est aussi bête que ça, c'est, ai-je le contrôle ou simplement l'illusion du contrôle? Si Mhm. c'est juste ça en tête, ça doit l'aider quand même à se rendre compte que, alors même qu'il croit avoir la solution à tout, peut-être qu'il y a un problème qu'il n'a pas vu, hein. Oui. Le gardien du temps, on l'a vu avec Messier, c'est «Je persiste et signe», voilà sa phrase, signature.
La question qui pourrait se poser avec profit, c'est, au fait, mon expérience passée s'applique-t-elle vraiment ici? Hein, ça a du pur bon sens. Le 3, le lucide désimpliqué. Alors, j'aime bien celui-là. Le lucide, il est lucide, il a une bonne analyse. Le problème, c'est qu'il est désimpliqué et puis sa phrase signature, c'est la faute à, en pointant du doigt et en désignant les fautifs. Sauf qu'il oublie de se mettre dans le jeu. Oui, oui. Il oublie de se poser lui-même la question de et moi là-dedans, en quoi je suis acteur et en quoi forcément je suis en partie responsable. Et donc sa phrase signature, c'est la faute à. Et la question qui ne se pose pas, c'est que puis-je changer dans ma façon de faire? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma façon de faire? Quelle humilité avoir à se poser cette question, hein, mais quel gain il peut y trouver? L'analyste au point mort, le 4, c'est l'analyste, alors lui il creuse. Je suis un peu comme ça de temps en temps. Je creuse. Et puis je pose les 5 pourquoi, et puis on trouve toujours derrière une question, et puis etc. Sauf que je creuse tellement qu'à la fin, j'agis pas. Donc c'est l'analyste au point mort, c'est-à-dire j'analyse, mais j'avance pas. Et sa phrase signature, c'est, il a tout vu, lui, il dit, oh là là, on fonce dans le mur, on va à la catastrophe. La question qu'il pourrait se poser, c'est, mais qu'est-ce que me cache ce mur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Et qu'est-ce que je pourrais faire? Quels sont les leviers qui sont derrière ce mur et que je pourrais actionner, mais j'actionne pas parce que je suis complètement tétanisé par ce mur et par qui se rapproche. Le 5, le gestionnaire de pénurie. Alors lui, c'est celui qui, il voit, là on est croissant dans la perception du problème, hein, donc lui, il voit bien le problème, mais il voit les problèmes, les solutions qu'il envisage, c'est des solutions qui passent par des moyens qu'il n'a pas. Donc, il réclame des moyens, il dit, comme il les a pas de ce fait-là, il peut pas, et sa phrase signature, c'est, que voulez-vous que j'y fasse? J'ai pas les moyens. Sauf que, il pourrait se poser la question de se dire, que puis-je faire avec ce que j'ai déjà? Et là, on est tout dans c'est typiquement ce qu'on appelle une démarche d'effectuation, hein. C'est, qui est cher à Philippe Silbertson, mais qui est fondamental, c'est j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Okay. Le 6, le persévérant épuisé. Alors lui, il répète, et il manque pas de courage et d'effort, mais à la fin, il dit j'ai tout essayé. Sauf qu'il pourrait se poser la question de se dire, mais est-ce que je m'y prends de la bonne façon? Est-ce que je suis pas en train de répéter sans cesse la même approche, la même stratégie qui a fait en fait la preuve de ses échecs et de son inefficacité? Et dernier, on en a parlé, le mise en cause qui fuit le problème. Au fait, ai-je envie de traiter ce problème? Ça, il le dit pas, mais il se le dit dans sa tête. Personne ne l'entend. La question qui pourrait se poser, c'est, est-ce vraiment la complexité du problème qui me fait fuir ou ce qu'il pourrait révéler de moi? Et là, ça devient hautement impliquant, hein, à titre personnel, avec les responsabilités d'un dirigeant. C'est pas forcément toujours facile d'y répondre. J'aime beaucoup cette profil-là parce que quelque part, on a tendance, et comme je le disais un peu plus tôt dans notre discussion, on a tendance beaucoup à regarder à l'extérieur comme étant des différents signaux faibles à observer, que ce soit la compétition, que ce soit l'évolution des comportements de notre clientèle, ou l'environnement même, l'environnement de l'organisation, mais on n'a souvent pas tendance à se regarder ou regarder notre propre équipe de gestion, notre équipe de direction et qu'est-ce qui les motive ou les retiennent. Et cette perspective-là, je la trouve fort, fort, fort intéressante. Et si ça m'amène à la prochaine question, on sait que par définition, l'angle mort, évidemment, c'est invisible pour celui qui le porte ou c'est pour l'équipe qui possède un angle mort. Pour un dirigeant, de haut niveau, on en a parlé, l'ego, le statut social peuvent agir comme bouclier, on pourrait dire un bouclier thermique contre la critique. Quels sont les différents signaux d'alarme faibles dans les résultats financiers, le climat de travail, qui devraient forcer un dirigeant à se demander, est-ce que c'est moi le problème? Bravo à celui qui se pose cette question. Dieu sait que c'est dur d'y parvenir. Et quand je dis bravo à celui qui se pose cette question, c'est pas pour se flageller, il se peut qu'après analyse, après prise en compte effectivement de la situation, il conclut, c'est pas moi le problème.
Bon, et si vraiment il creuse, peut-être qu'il va trouver 2-3 voies d'évolution, d'amélioration, d'action. Il est aussi acteur dans le problème que l'entreprise rencontre, hein. Mais encore une fois, c'est pas pour se flageller. Bravo à celui qui, naturellement, se dira: «Mais et si c'était moi qui suis en partie le problème?» Alors, Mmh. la difficulté, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, la difficulté, le signal faible, c'est et moi je dirais ça, il est tellement faible qu'il ne peut être perçu que quand il devient très, 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 très fort. Et c'est le paradoxe, et c'est le fait qu'on n'a plus de contradicteurs, quoi. Mais ça se voit pas tout de suite. Ça se voit pas tout de suite. On voit de plus en plus de gens qui, sont d'accord. Alors c'est glorifiant parce que, bah, tiens, c'est pas idiot ce que je dis, ils sont d'accord, Mmh. Mmh. j'apporte la bonne idée, elle est bonne mon idée, toc, et puis à plus, il y a ceux qui, sont tellement contents de donner raison au patron, donc c'est humain, hein, je condamne pas, c'est humain, c'est réel, c'est constaté et tout. Donc ce signal faible, il tient, on l'a vu tout à l'heure déjà, même à l'organisation. Encore une fois, il existe des systèmes qui permettent de s'en préserver, hein. Le problème, je l'ai évoqué, le problème, c'est que pour les mettre en place, il faut déjà être ouvert à ça. Il faut que l'équipe de direction soit ouverte et ait envie de monter des systèmes qui les préservent les uns les autres lors d'une prise de décision de ces angles morts. Et finalement, c'est la difficulté. Au final, le seul garde-fou, c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration, qui, et d'ailleurs, Qui ça a lui été... aussi peut avoir ses propres angles morts. Ouais, ouais, aussi. Ouais, sauf que lui, il regarde à la loupe, plus qu'à la loupe, les résultats financiers, hein. Et c'est ce qui fait que Jean-Marie Messier a été démis en 2022 avec ses 37 milliards ça faisait 22 milliards à l'époque, mais maintenant ça en fait 37. Donc c'est le danger, c'est que d'un côté on a un signal faible qui peut ne pas être perçu, parce que justement l'organisation que je mets en place quand j'ai ces angles morts ne me prémunit pas de ces angles morts. Et le garde-fou, eh ben, c'est la destitution, si je veux dire, hein, ou le renvoi. Si c'est le DG, c'est la destitution du DG. Mmh. Si c'est un directeur, il se fait licencier. Si c'est, etc., etc. Moi, ce que j'ai regardé en essayant de voir le point commun, le plus petit dénominateur d'alerte pour chacun des 7 profils de la série, et si j'étais mon propre angle mort, en fait, j'en arrive à ce point qui me paraît vraiment important. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est la fermeture à l'altérité. C'est à partir du moment, à chaque fois, de se dire, mais au fait, est-ce que je suis pas en train de me fermer là? Est-ce que je suis en train d'écouter? Est-ce que je suis en train de m'interroger? Est-ce que celui que j'ai en face de moi, je pense qu'il peut m'apporter quelque chose? Ou au contraire, j'ai tellement la solution que bon, allez, je vais l'écouter parce qu'il faut, ou alors je vais lui dire: «Non mais attends, c'est bon». Heu, Ça, c'est autant de signaux. On peut s'en préserver mais pour le faire, il faut être conscient, et c'est là qu'un consultant peut aider. Il faut être conscient de tous les gains que j'aurai, moi et mon entreprise, à mettre en place ces modes de fonctionnement. Ces modes de fonctionnement, et, et, et je voudrais l'évoquer peut-être, si tu le permets, mais peut-être rapidement, mais ça me paraît important parce que je l'ai vécu, ça. Un mode de fonctionnement qui permet d'aller à l'encontre de ces fermetures. J'ai été directeur, j'ai créé et j'ai piloté la direction de l'organisation et de la logistique d'une grande banque à réseau il y a déjà bien longtemps. Dans ce cadre-là, j'ai créé et piloté la mise en place d'une organisation par mission. Mmh. Et ça vaut la peine d'en parler 3 secondes parce que c'est fondamental. De voir, et je l'ai vécu, de voir la transformation complète que ça produit en tant que dirigeant. J'étais dirigeant, moi, membre du comité de direction, dirigeant de ma fonction. Entre le préalable, l'époque antérieure où j'étais uniquement directeur de la direction de l'organisation et de la logistique, seul maître à bord de ma direction, Mmh. et le jour où, du jour au lendemain, après l'avoir mis en place, je suis passé pilote de la mission organisation et logistique de la banque en question. Et c'est complètement différent. C'est quoi un fonctionnement par mission? C'est lorsque chaque membre du comité de direction
se retrouve non seulement directeur de sa direction, hiérarchiquement, il a eu des équipes, bon ok, il l'est, mais en même temps, il devient le pilote d'un comité de mission dans lequel sont autour de la table rassemblés une fois par mois, chacun des représentants de la direction, des autres directions qui sont contributives à l'émission. Mhm. Et voilà, là, une fois qu'on a mis ça en place, ça change tout. Ça ouvre à l'humilité. On passe de statut où c'est moi qui dis, je suis le patron de ma direction, c'est moi le directeur, et puis on le dit. Et on le dit, moi je l'ai vécu, pourtant je pense être un peu ouvert, mais bon, je l'ai vécu, où vous vous braquez parce que c'est vous qui avez la responsabilité d'eux. Et plus vous avez la responsabilité, plus on vous rend responsable de quelque chose, plus vous dites c'est moi qui, puisque c'est vous qui porterez les conséquences de la décision. Mhm. Donc d'un côté vous avez ça, et de l'autre côté vous avez autour de la table, on est dans un écosystème. Je parlais d'écosystème de l'entreprise, là on parle de l'écosystème d'une fonction. On est dans un écosystème avec les parties prenantes, et on s'écoute et on parle et on défend son point de vue et on entend, et voilà. Et ça change vraiment tout, ça ouvre à l'humilité. Et là, tout à l'heure, je parlais, le plus grand danger, c'est la fermeture à l'altérité. Là, quand vous avez 10 personnes autour de la table qui sont statutairement légitimes à avoir un avis sur ce qui est débattu, ça ouvre à de l'humilité, à de l'écoute et à de la contribution. On est dans du collectif, là. Mais encore, juste pour terminer, ça n'a été possible que parce que le DG lui-même était dans cet esprit d'ouverture. Et lorsque moi je lui ai proposé de mettre en place ce type d'organisation, j'ai été suivi. Je l'aurais jamais fait seul, c'est bien évident. Comment ça me fait réagir, c'est qu'à quelque part, les conditions pour avoir ces échanges-là, pour prendre ses responsabilités, pour s'ouvrir je ne veux pas dire à la critique, mais s'ouvrir à ces échanges-là, créer un climat où est-ce que ces tours de table peuvent être positifs, c'est une responsabilité du dirigeant aussi. À quelque part, de créer ces conditions-là pour que les collaborateurs, les membres du comité de direction ou dans une fonction, un comité de gestion, que les gens se sentent assez en sécurité pour pouvoir échanger et bâtir en sécurité par rapport à ses pairs, mais en sécurité aussi par rapport à son rôle, par rapport à son supérieur. Donc, je pense que c'est une des conditions qui est essentielle pour pouvoir aller chercher, moi, ce que j'appelle les forces vives des équipes, pour pouvoir aller chercher la solution plus au-delà du consensus facile, si je peux dire, et qui va permettre de construire quelque chose de réellement plus robuste et qui va pouvoir peut-être même se mettre en œuvre de façon beaucoup plus systématique, parce qu'à quelque part, on va chercher une adhésion, parce que tout le monde participe à quelque part à cette résolution, à ce problème, à cette décision. Il y a différentes façons de le voir, mais c'est une question de créer ces conditions favorables pour les prochaines étapes qui vont s'en suivre. Louis, le temps file. J'ai deux dernières questions pour toi. Vas-y. Ces angles morts, bon, évidemment, est-ce que ça concerne que les dirigeants? Évidemment, on a parlé du comité de direction ou même d'un comité de gestion si on pense aux différentes fonctions, mais qu'est-ce qu'il y en a au niveau des différentes équipes? Bon, si un leader est dans le déni, dans l'évitement, bon, évidemment, comme je viens de le mentionner, ça peut contaminer la culture de sécurité psychologique qui existe. Comment est-ce qu'on peut briser ce silence organisationnel où les équipes peuvent, à la limite, même voir l'angle mort du patron et n'osent pas nécessairement le nommer ou avoir peur peut-être des conséquences s'ils vont de l'avant en bousculant un peu le patron? Comment qu'on navigue dans cet environnement-là? Je crois que c'est complètement lié, tu as raison et tu viens de l'évoquer. Tout ce qu'on vient de dire, des conditions de mise en œuvre et d'écoute et d'ouverture à l'autre. Une remarque qui me paraît importante là, c'est tout ce que j'évoque en parlant d'ouverture. Ça pourrait paraître philo, moral et tout. Il y a de ça, c'est des valeurs que je défends. Mais si je les évoque et si je me bats là-dessus en termes de consultant, c'est pas pour ces raisons-là. C'est parce que c'est une condition, un préalable de cette gestion. On est dans l'ouverture à l'autre. Je me répète peut-être peu sur ce thème, et il est fondamental. C'est une ouverture à l'écosystème. C'est de l'ouverture. Alors maintenant, on parle, moi, il y a bien longtemps, je parle d'écosystème. J'ai eu du mal à l'époque, il y a 10 ans, quand je parlais d'écosystème, parce que je passais pour un écologiste. Non, mais ça, sérieusement, au-delà de la blague. Alors que l'écosystème, c'est fondamentalement ça, c'est de comprendre que aucun de nous n'est autonome.
Et c'est pas limiter l'homme que de dire qu'il n'est pas autonome. Tout le monde se croit autonome, personne ne l'est. Là, aujourd'hui, tous Non, les deux, non, on on n'est est pas d'accord. autonome. On dépend du casque, le mien ne marchait pas tout à l'heure. On dépend de notre ordi, on dépend plein de trucs. Hein. Donc, on n'est pas autonome. Par contre, faisons en sorte qu'on soit contributeur au sein de son écosystème. Et Mhm. pour être contributeur au sein de l'écosystème, il faut déjà qu'on ait pris conscience du fait que je suis pas autonome, que ma bonne décision et ma bonne action, les moyens dont j'ai le besoin dépendent de mon environnement. Et c'est là qu'on rejoint l'écologie au sens environnemental de mon action. Hein. Et donc là, ce qu'on évoquait du dirigeant, ce qu'on a évoqué du comité de direction, par répercussion, on l'évoque des managers intermédiaires, Dieu sait que c'est pas facile de l'être, hein, et Mhm. des équipes, de leurs équipes, et de chacun des collaborateurs. Et c'est un tout. Et ce qui m'amène à parler, en réponse à ta question, à parler d'une nécessaire culture au sein de l'entreprise. Ça se cultive, une culture. Et cette culture d'écoute, cette culture de dialogue, portée par la mise en place de systèmes tels que celui que j'évoquais tout à l'heure, mais il y en a d'autres, de systèmes de comité de mission, d'organisation par mission. Par la force des choses, à partir du moment où on est 10 autour d'une table et qu'il n'y a pas un seul hiérarchique qui dit «moi je», eh ben on est tenu de s'écouter. Et autre chose, j'aurais pas le temps d'en parler, mais je l'évoque juste, un autre élément qui me paraît absolument fondamental, alors ça, pareil, plus personne n'en parle aujourd'hui alors que c'est fondamental, c'est faire le lien avec le budget. Ça paraît étonnant, hein, angle mort, budget, comité de Mhm. mission et tout. Mais le budget et les démarches, budget base zéro, le BBZ, dont on parlait, tout le monde en parlait dans les années 90, plus personne n'en parle, alors que c'est fondamental. De la même façon, j'ai mis en place dans cette banque cette démarche qui rend chacun dans une position de contributeur. Mhm. Et à partir du moment où on met chaque collaborateur dans une position de à quoi je contribue et en quoi mon action contribue ou non, il vaut mieux que ça contribue, mais si ça contribue pas, on se dit c'est peut-être pas la bonne action, ça contribue ou non au projet de l'entreprise, et bien là, ça donne du sens. On est tous à courir, tout le monde réclame du sens dans Oui. son travail et tout. Et bien là, il n'y a rien de plus simple. C'est en quoi je contribue au projet de mon entreprise. Sauf que pour que je m'en rende compte et que j'ai le droit de l'exprimer, il faut que les processus internes de l'entreprise et la culture de l'entreprise me permettent de l'exprimer. Soit par une démarche budgétaire, du genre BBZ, et ou des comités de mission que j'évoquais. Donc fondamentalement, au fond, c'est de la culture. Hein. Et vois-tu, ça me fait penser, je t'écoute, puis ça me fait penser à un cas de figure. Bon, dans l'organisation, il y avait une équipe de direction où le président ou le directeur général était assez, un peu dans le type qu'on parlait tantôt, celui qui sait tout, et ça faisait en sorte que l'équipe de direction avait très peu à dire, ou du moins ne voulait pas bousculer les a priori, parce qu'à quelque part, il y avait peut-être des répercussions personnelles qui pouvaient s'en suivre. Mhm. Bon, j'avance un petit peu dans le temps. Il y a eu une transformation au niveau de l'organisation, nouveau directeur général. Et la première chose qu'il a fait, c'est de dire, je veux, avant moi de prendre la parole, je veux écouter votre perspective. Et si vous ne me Mhm. parlez pas, j'ai un problème. Donc, toi, X, toi, Y, quelle est ta perspective? Je te donne la table, vas-y, parle. Et il a réussi à changer cette culture en dedans de quelques mois. Les gens ont commencé à dire « Oh, mais j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de donner mon idée. » Et plus on contribue avec nos idées, mais plus on est capable d'avancer au niveau du comité de direction. Et c'est le feedback que je donnais à ce dirigeant en disant, au-delà des éléments techniques de transformation d'organisation, c'était le premier que tu as pris à ta charge et c'est celui qui a eu le plus d'impact sur tout ce qui s'en vient par la suite. Parce Bien qu'il a sûr. donné le droit aux gens de pouvoir contribuer et par le fait même, il a recréé, il a modifié la culture d'entreprise et Mhm. qui a permis justement un redressement quand même assez significatif. Donc, c'est cet Bel élément-là, je exemple. Hein. pense qu'il ne faut pas le dédaigner. Il est très important. La culture, on n'est pas victime d'une culture. On peut la modeler, on peut la construire et il faut qu'elle soit alignée, évidemment, pour supporter les choix stratégiques qu'on fait au niveau de Ouais. l'organisation. Bel exemple, bel exemple. Merci
d'avoir rebondi par cet exemple et puis bravo à ce patron. Ça démarre par là, hein. Ah, ça a été vraiment manifeste comme résultat et comme impact. Mmh Ma mh. dernière question, bon, pour résoudre les différentes impasses, on peut parler de double boucle de rétroaction. Donc, pas se poser seulement la question de qu'est-ce que je peux faire de mieux, mais qu'est-ce que je peux faire autrement? Comment je peux penser autrement? Concrètement, c'est quoi le premier pas à faire pour un dirigeant qui veut passer d'une gestion de survie, c'est-à-dire en réaction continuelle à différents problèmes, à une gestion plus lucide, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre note des modèles mentaux et de poser par le fait même de meilleures questions, de voir nos angles morts et de Mmh pouvoir mh. passer à la deuxième étape, là, parce que clairement, bon, c'est une chose les angles morts, mais une fois qu'on en est conscient, comment qu'on avance par rapport à ça? Bah, tu dis, à partir du moment où on en est conscient, le plus dur, c'est d'en être conscient. Une fois qu'on en est conscient, la voie est claire, hein. Mmh. Là, mais tu prends, hein, tu cites et merci de le faire parce qu'effectivement, moi, je le signale dans un certain nombre de voies d'évolution que je propose pour les différents profils, cette double boucle. Bah, cette double boucle, fondamentalement, c'est la question de l'angle mort. C'est de prendre du recul sur une action que j'ai menée et d'identifier, de se dire: «Bon, bah, attends, alors peut-être qu'elle a pas si bien marché que ça. Où est-ce que ça a péché?» Alors le danger, c'est que la double boucle s'oppose à la simple boucle. La simple boucle, dans une simple boucle, c'est quoi? C'est: bon, l'action, là, n'a pas marché, alors on va faire mieux et on change l'action. Mais alors même que la double boucle, c'est de se dire: «Mais qu'est-ce qui a justifié la première action? C'est quoi les hypothèses, notre façon de penser lorsqu'on a pris la décision, qu'on a mené la première action?» Et là, on est justement et c'est là que se révèlent les angles morts, hein. Et là, moi, je voudrais faire une remarque, c'est que, bon, Dieu sait que et mes cheveux blancs en témoignent, que j'ai des années et des années de conseils. J'ai jamais vu, alors que toutes les boîtes se promettent de faire des retours d'expérience, j'ai jamais vu réellement ça intégré dans une culture d'entreprise. Ce qu'on appelle les REX, un retour d'expérience, c'est-à-dire, bon, il y a une action, même si elle a marché, hein, de se dire: «Qu'est-ce qui fait qu'elle a marché?» Ben, je sais pas toi, est-ce que toi dans ton moi, j'ai jamais vu, hein. Pour répondre à ta question, peut-être que ça existe, mais on n'en est pas témoin. Je dis souvent que comme consultant, quand on nous appelle, c'est souvent parce qu'il y a des enjeux. Quand ça va bien, on n'entend pas parler. Donc peut-être que ceux pour qui ça va bien, ils ont la chance de se poser ces questions-là. Mais effectivement, du côté de ce que je vois, de mon côté de la clôture, c'est pas nécessairement monnaie courante. Ben, oui, oui et moi je le dis d'autant plus, alors tu as raison, mais il se trouve que moi je l'ai vécu en tant que membre de comité de direction, où jamais on a fait un REX. Et c'est pas une critique, c'est à nouveau, c'est un constat, hein, alors même qu'il faut que si on fait pas de Rex, on n'avancera pas. Mhm. C'est l'occasion de trouver les angles morts, comment tu veux? On peut pas trouver autrement. Donc je l'ai pas vécu je l'ai pas connu dans les postes de comité de direction que j'ai eu, ni en tant que consultant dans les cabinets dans lesquels, j'ai été consultant. Et ça pendant, donc 30 ans avant de créer moi-même, mais est-ce que moi-même je fais bien mes Rex? À chaque fois, j'en fais un certain nombre, mais peut-être pas suffisamment. Donc, on est vraiment, et c'est là qu'intervient la double boucle, hein. C'est en regardant de se dire, je regarde pas simplement l'action, mais se dire finalement, qu'est-ce qui m'a amené à agir de cette façon? Mhm. C'est quoi les hypothèses? Qu'est-ce que, et cetera. Et on en vient toujours fondamentalement à la question avec laquelle le réflexe avec lequel j'aimerais on se quitte en fin de webinaire, c'est et au fait, quelle est la question que je ne me pose pas? Point final. Et c'est sans cesse, j'en suis là. Quelle est la question que je ne me suis pas posée? Et ça me paraît important parce que l'angle mort, alors peut-être que je me trompe, en tout cas pour moi, ça se démarque des erreurs de jugement, Oui, de j'ai pu mauvaises décisions finalement. Ouais et en fait, ces problèmes des erreurs cognitives là, des erreurs cognitives, elles portent sur quelque chose qu'on observe. Elles portent pas sur ce qu'on regarde pas Mhm. et donc l'angle mort, c'est encore beaucoup plus radical que des signaux, je sais plus comment ça s'appelle, désolé. C'est vraiment de se dire: «Qu'est-ce que je ne regarde pas? Où est-ce qu'il faut que je porte mon regard alors même que je le porte pas?» Et ne le portant pas là, mon regard, il est forcément biaisé.
Ouais, c'est ça, les biais cognitifs, voilà, enfin. Voilà, ben oui. Louis, c'est une discussion que je trouve fascinante. Je trouve ça essentiel et je pense que comme note pour tout dirigeant qui nous écoute, c'est de réaliser d'abord que les angles morts ne concernent pas seulement ce qui est à l'extérieur de l'organisation. Il y a des angles morts qui touchent sa propre personne, les membres du comité de direction. D'abord, réaliser cet élément-là est une première victoire. Deuxièmement, se poser, comme tu dis, la question à savoir, est-ce que j'ai posé toutes mes questions? Est-ce que j'ai regardé les enjeux de la bonne façon, les hypothèses? Est-ce que j'ai un biais qui existe et qui peut affecter ma perspective? Se poser ces questions-là, je pense que c'est déjà à l'écoute de notre épisode aujourd'hui qu'on a allumé une lumière par rapport à ces éléments-là. C'est déjà une très grande victoire. Et puis, ça m'amène aussi à réaliser que pour les membres de l'équipe de direction, c'est de créer un espace pour pouvoir avoir ces échanges-là et pouvoir favoriser cette cohésion d'équipe et aussi ce terrain pour pouvoir créer des solutions un peu plus riches par ces échanges-là. Et en étant conscient de ces différents angles morts-là, ça nous permet justement de créer ces bonnes conditions de succès. Merci énormément pour cet échange. Comme on disait, dans les notes de l'épisode, on pourra laisser les références pour les 7 angles morts et l'autodiagnostic que tu proposes. Louis, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci énormément d'être présent. Un grand merci à toi. Super d'avoir donné l'occasion de creuser ce point qui me paraît essentiel, mais à toi aussi, visiblement. J'en suis ravi. Merci beaucoup, Louis. Allez, à bientôt. Allez, bravo et à bientôt. Au revoir. Pour conclure cet échange avec Louis Brul, rappelez-vous que le véritable obstacle à la transformation ne se trouve pas dans un enjeu technique, mais plutôt dans la posture que vous adoptez face à votre propre réalité. Nous avons vu que pour déjouer le piège de l'aveuglement, il faut porter attention au succès et à l'expérience passée, qui peuvent se transformer en un angle mort et mener à l'arrogance. L'utilisation des 7 profils types peut vous permettre de passer d'une intuition vague à un diagnostic de gouvernance précis et actionnable au sein de votre propre comité de direction. Et enfin, le facteur commun à tous les angles morts est la fermeture à l'altérité. L'humilité et l'écoute sont le garde-fou ultime de toute stratégie. Comme prochaine étape, je vous invite à intégrer l'apprentissage en double boucle à vos routines de gestion. Lorsque vous ou votre équipe faites face à un problème persistant, ne corrigez pas seulement l'action. Demandez-vous quelle est la question que je ne me suis pas posée. C'est en remettant en question les modèles mentaux qui ont produit l'erreur que vous passerez d'une gestion de survie à une gestion de lucidité. Vous trouverez d'ailleurs dans les notes de l'épisode le lien vers l'outil d'autodiagnostic de Louis Brul pour commencer ce travail de réflexion. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode sur notre site internet au www.intelliaconsulting.com/épisode 247. Et si vous aimez ces idées et désirez explorer et maîtriser les leviers de l'action stratégique, abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire dont les liens sont aussi en description. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.